Le feu rouge s'alluma, forçant la Mercedes-Benz noire à s'arrêter sur l'avenue de la Grande Armée, congestionnée. Mathias Hébert soupira avec impatience, frappant le volant avec des doigts nerveux, tandis qu'il consultait sa montre en platine. La réunion avec les investisseurs japonais commencerait dans 20 minutes et le trafic parisien semblait conspirer contre lui. L'intérieur climatisé du véhicule contrastait brutalement avec la chaleur qui accablait la ville en ce mois de juin. À travers les vitres teintées, Mathias observait distraitement le tumulte urbain. Des vendeurs ambulants criant leurs marchandises, des employés de bureaux pressés traversant entre les voitures et des enfants. Des enfants qui lavaient les pare-brises pour quelques pièces. Un petit coup sur sa vitre le sortit de ses pensées. Instinctivement, Mathias fronça les sourcils et fit non de la tête sans regarder directement. Il détestait cette habitude, des laveurs de pare-brise, d'aborder les voitures au feu rouge. Cependant, le tapotement persista, plus décidé cette fois. Irrité, il tourna la tête pour faire face à l'intrus, prêt à faire un geste plus catégorique. Le temps s'arrêta. Ce n'était pas un laveur de pare-brise. C'était un enfant d'environ 8 ans, mince comme un roseau, avec des vêtements déchirés et trop grands pour son petit corps. Mais ce ne furent pas ses vêtements qui paralysèrent Mathias, ce furent ses yeux, énormes, sombres et profonds, encadrés de cils épais. Des yeux qu'il connaissait, des yeux qui l'observaient depuis un visage qui semblait un miroir déformé de son propre passé. L'enfant ne tenait pas un chiffon sale, ni une bouteille de savon. Ses petites mains sales restaient vides, mais déterminées. Et alors, il prononça un mot qui secoua le monde de Mathias jusqu'à ses fondations. « Papa !» Le mot flotta dans l'air comme une sentence. Mathias laissa échapper un rire nerveux, incrédule. « Ce doit être une erreur !» murmura-t-il pour lui-même. Mais son cœur battait fort, trahissant la certitude qu'il tentait d'imposer. L'enfant, sans s'émouvoir devant sa réaction, mit la main dans la poche de sa veste effilochée et sortit un papier plié, jauni et fragile comme une feuille d'automne. « Maman m'a dit de te donner ça si jamais je te rencontrais », dit-il d'une voix claire et sereine, lui offrant la lettre avec les 2 mains, dans un geste de respect qui contrastait avec son apparence abandonnée. Mathias hésita. Ses doigts tremblèrent légèrement avant de prendre le papier. À l'extérieur, écrit d'une calligraphie soignée mais inégale, on pouvait lire « Papa, si tu lis ceci ?» Le monde cessa de tourner. Le feu tricolore passa au vert. Les klaxons commencèrent à retentir derrière lui. Mais Mathias s'était transformé en une statue, incapable de réagir au chaos qui grandissait autour de lui. L'enfant était toujours là, immobile, soutenant son regard sans ciller. « Comment tu t'appelles » demanda Mathias d'une voix sèche, comme s'il avait oublié comment parler. « Alexandre » répondit le petit. Le nom le frappa comme une vague géante. Carmen avait mentionné ce nom il y a des années, lors d'un voyage à la plage de Deauville, qu'il s'autorisait à peine à se remémorer. « Si un jour nous avons un enfant, j'aimerais l'appeler Alexandre », avait-elle dit, allongée sur le sable doré tandis que le soleil se couchait à l'horizon. « Qui est ta mère ?» demanda-t-il, presque effrayé d'entendre la réponse. « Carmen. »« Dubois !» répondit Alexandre, avec le calme d'un enfant qui avait répété cette réponse 1000 fois dans sa tête. La gorge de Mathias se serra. Carmen, la femme qu'il avait autrefois juré d'aimer pour toujours, la femme qu'il avait abandonnée quand elle lui avait dit qu'elle était enceinte, l'accusant de mentir, d'essayer de l'attraper. Il était parti, fier et sot, sans regarder en arrière une seule fois. Jusqu'à maintenant. La lettre tremblait entre ses mains. Il l'ouvrit avec des doigts maladroits. Seulement 2 lignes, tremblotantes, sur la page usée. « Si tu lis ceci, Mathias, je suis parti, mais il est à toi, et je n'ai jamais cessé de croire que tu viendrais le chercher. Prends soin de lui comme je ne peux plus le faire. » Mathias pouvait à peine respirer, sa vision se brouilla. Les klaxons continuaient à retentir, plus insistants, mais aucun des 2 ne bougea. Alexandre restait là, les petits poings serrés, tremblant légèrement mais attendant quelque chose qu'il n'osait pas dire à haute voix. « Monte !» dit Mathias finalement, déverrouillant la portière du passager. Dans la voiture,
Alexandre s'assit droit, avec une dignité qui contrastait avec la saleté et la faim évidente sur son corps fragile. Mathias prit son téléphone et annula toutes ses réunions de la journée. Il ne pouvait s'empêcher de regarder l'enfant. Ses yeux, la courbe de son menton, la même façon de froncer les sourcils qu'il voyait chaque matin dans le miroir. Le trajet jusqu'à son Penthouse, à Neuilly-sur-Seine, se déroula dans un silence dense, interrompu seulement par le doux ronronnement du moteur allemand. Alexandre regardait par la fenêtre, absorbé par le paysage urbain qui se transformait progressivement alors qu'ils avançaient vers les quartiers aisés. « Où as-tu vécu » demanda Mathias finalement, incapable de supporter plus longtemps le silence. « Dans différents endroits », répondit Alexandre avec vague. « Parfois avec des amis de maman, parfois… » Sa voix s'éteignit. Il n'avait pas besoin de terminer la phrase. Mathias comprit que l'enfant avait été à la rue, survivant comme il pouvait. La culpabilité, ce sentiment qu'il avait réussi à maîtriser pendant des années, le frappa avec la force d'un tsunami. En arrivant à l'immeuble, le concierge regarda avec suspicion le petit en guenilles qui accompagnait le toujours impeccable monsieur Hébert. Mais il eut la sagesse de ne faire aucun commentaire. Dans l'ascenseur, Alexandre observait tout avec des yeux émerveillés, comme s'il était entré dans un autre monde. Le penthouse était spacieux, minimaliste et froid, conçu pour impressionner, pas pour accueillir. Mathias se rendit compte pour la première fois de combien sa maison était vide, sans photo de famille, sans souvenirs, sans vie. « Viens, dit-il doucement. Tu as besoin d'une douche et de vêtements propres. » Mathias le baigna personnellement, découvrant avec horreur les ecchymoses et les cicatrices qui marquaient la peau fine de l'enfant. Il lui prêta un de ses t-shirts qui lui allait comme une robe. Il improvisa un dîner avec le peu qu'il y avait dans son réfrigérateur, principalement approvisionné pour satisfaire les goûts sophistiqués de Sophie, sa petite amie mondaine, plutôt que pour nourrir un enfant affamé. Alexandre mangea avec éducation, malgré la faim évidente qu'il ressentait. Ses manières contrastaient avec son apparence, suggérant que Carmen l'avait élevé avec des valeurs. « Où est maman ?» demanda finalement l'enfant, quand la dernière bouchée disparut de son assiette. Mathias resta paralysé. La lettre impliquait que Carmen n'était plus là, mais ne précisait pas ce qui s'était passé. « Je ne sais pas, Alexandre, » admit-il avec sincérité. « La lettre dit qu'elle est partie. Qu'est-ce qu'elle t'a dit ?» Les yeux de l'enfant se remplirent de larmes contenues. « Elle m'a dit que si quelque chose lui arrivait, je devais te trouver, que tu prendrais soin de moi. Quand l'as-tu vue pour la dernière fois ? Il y a 3 semaines, elle était très malade, puis il y a eu une ambulance et… » Sa voix se brisa. Mathias sentit quelque chose se briser dans sa poitrine. Carmen était malade et il ne le savait même pas. Il avait été tellement occupé à construire son empire financier qu'il ne s'était jamais soucié de savoir ce qu'était devenue la femme qu'il avait autrefois aimée. Cette nuit-là, Alexandre s'endormit dans la chambre d'amis, recroquevillé comme un chiot sous des draps propres et doux. Mathias resta assis près de la porte, la lettre à la main, tourmenté par les mots qu'il avait autrefois ignorés. « Je suis enceinte », il avait hurlé, nié, claqué la porte. Elle n'était jamais revenue. Incapable de trouver le sommeil, Mathias alla dans son bureau et ouvrit une boîte qu'il conservait du passé, des tickets de cinéma, un bracelet artisanal et une deuxième lettre, une qu'il avait jetée, mais que Carmen avait conservée d'une manière ou d'une autre. « Tu n'es pas obligé de me croire, mais un jour, si un petit garçon t'appelle papa, s'il te plaît, écoute-le. Pas pour moi, pour lui. » Mathias pleura comme un homme qui a finalement été déclaré coupable par le seul juge qui comptait, sa conscience. Si vous appréciez l'histoire, écrivez 5 dans les commentaires et abonnez-vous pour plus de vidéos comme celle-ci. Sinon, écrivez 0. Cela m'aide à créer un contenu encore meilleur pour vous. Continuons. Les jours suivants se déroulèrent, dans un brouillard de paperasse et d'appels téléphoniques. Mathias engagea des détectives privés pour localiser Carmen, visita des hôpitaux et se plongea dans un monde bureaucratique qu'il ignorait complètement. Pendant ce temps, Alexandre,
restait à ses côtés, silencieux et observateur, avec une maturité impropre à son âge. Le premier test ADN fut l'idée de Mathias, non pas parce qu'il doutait, la ressemblance était indéniable, mais parce qu'il avait besoin de documentation officielle pour les démarches légales à venir. Lorsque l'enveloppe contenant les résultats arriva, confirmant ce que son cœur savait déjà, Mathias la tint entre ses mains tremblantes comme un trésor. 99,9% de probabilité de paternité. Son fils. Son sang. Le déménagement de Sophie dans son appartement était prévu pour le week-end. Mathias avait repoussé l'inévitable confrontation, incertain de la façon de gérer la situation. Quand il lui parla finalement d'Alexandre, la réaction fut exactement celle qu'il craignait. Un fils d'une femme de ton passé, et maintenant il vit avec toi. Sophie arpentait le Pansouz comme une lionne en cage, ses talons de créateur, résonnant contre le sol en marbre. Tu te rends compte de ce que cela signifie pour nous, pour notre image? Sophie, c'est mon fils, répondit Mathias avec une fermeté qui surprit les deux. Et moi, et nos projets, tu crois que je veux être la belle-mère d'un enfant de la rue? Les mots frappèrent Mathias comme une gifle. Pour la première fois, il vit Sophie clairement, belle, raffinée, et absolument incapable de comprendre ce qui comptait vraiment. « Si tu ne peux pas accepter mon fils, alors il n'y a pas de nous, dit-il, surpris par sa propre détermination. Sophie partit ce jour-là même, emportant ses affaires et laissant derrière elle des menaces voilées que Mathias remarqua à peine. Son monde tournait désormais autour d'Alexandre et de la recherche de Carmen. L'adaptation ne fut facile pour aucun des deux. Mathias, habitué à son indépendance et à un style de vie dicté par les réunions d'affaires et les événements sociaux, dut apprendre à être père du jour au lendemain. Alexandre, pour sa part, observait son nouvel environnement avec imprudence, comme un animal sauvage qui craint un piège. Les premiers jours furent particulièrement difficiles. Alexandre souffrait de cauchemars qui le faisaient crier au milieu de la nuit. Mathias accourait à ses côtés, maladroit mais déterminé, apprenant à consoler, à être présent. « Tu crois que je reverrai maman ?» demanda Alexandre un soir, tandis que Mathias tentait de le calmer après un cauchemar particulièrement violent. La question le déchira. Les enquêteurs n'avaient trouvé aucune trace de Carmen dans aucun hôpital de la ville. C'était comme si elle s'était évanouie. « Nous faisons tout notre possible pour la retrouver, » répondit-il, évitant de faire des promesses qu'il ne savait pas s'il pourrait tenir. Un après-midi, alors qu'ils achetaient des vêtements pour Alexandre, une expérience nouvelle pour les deux, l'enfant s'arrêta devant une librairie. « Maman aimait beaucoup les livres, » dit-il d'une voix douce. Elle me lisait tous les... Le soir, Mathias observa l'expression nostalgique de son fils et eut une idée. Ce soir-là, après le dîner, il sortit un livre d'Harry Potter du sac de course qu'il avait caché et s'assit près du lit d'Alexandre. « Mon père me lisait quand j'étais petit, » expliqua-t-il, bien que ce ne soit pas vrai. Son père, toujours occupé à construire son propre empire, n'avait guère été présent dans son enfance. J'ai pensé que nous pourrions essayer. Le sourire d'Alexandre, le premier véritable depuis son arrivée, fut comme un rayon de soleil perçant les nuages d'orage. La lecture du soir devint un rituel sacré, un moment de connexion que tous deux chérissaient. Peu à peu, le mur invisible entre eux commença à s'effondrer. Le véritable défi arriva une semaine plus tard, lorsque Mathias reçut un appel qui le laissa de glace. Sophie avait déposé une plainte auprès des autorités, alléguant qu'il hébergeait illégalement un mineur. L'accusation était absurde. Il avait les résultats de l'ADN pour prouver sa paternité, mais suffisante pour déclencher une enquête. Une assistante sociale serait affectée pour évaluer la situation. Mathias fit face à la nouvelle avec un mélange de rage et de peur. Comment expliquerait-il sa soudaine paternité? Comment justifierait-il les années d'absence? La culpabilité, toujours présente, menaçait de le noyer. Ce soir-là, après avoir couché Alexandre, Mathias sortit sur le balcon avec un verre de whisky à la main. La ville s'étendait sous lui, une mer de lumière scintillante dans l'obscurité.
Il se sentait plus seul que jamais, bien que, pour la première fois depuis des années, il n'était pas vraiment seul chez lui. Le bruit de la porte coulissante le fit sursauter. Alexandre, pieds nus et les cheveux en bataille, s'approcha avec prudence. « Tu n'arrives pas à dormir ?» demanda Mathias. Alexandre secoua la tête. « Je t'ai entendu parler au téléphone, dit-il. Tu avais l'air inquiet. » Mathias envisagea de mentir, de protéger l'enfant de la vérité. Mais quelque chose dans le regard d'Alexandre, cette maturité prématurée née de l'adversité, lui fit changer d'avis. « Quelqu'un essaie de nous séparer, expliqua-t-il, simplifiant la situation, mais je ne vais pas le permettre. » Alexandre hocha la tête, comme si la réponse ne le surprenait pas. « Maman disait qu'il y aurait toujours des gens qui ne comprendraient pas, dit-il avec une sagesse enfantine, mais que l'important était de ne pas abandonner. » Mathias ressentit une vague de respect envers Carmen. Malgré tout, elle avait élevé un enfant courageux et sensé. « Ta mère est une femme très intelligente, dit-il. Nous la trouverons, n'est-ce pas ?» demanda Alexandre, avec cet espoir inébranlable que seuls les enfants possèdent. Mathias voulait lui promettre que oui, qu'il la trouverait, que tout irait bien. Mais les mots restèrent coincés dans sa gorge. Au lieu de cela, il serra son fils contre sa poitrine, se permettant de ressentir l'amour paternel qui avait grandi silencieusement en lui. « Nous allons essayer de toutes nos forces, promit-il finalement. Vous êtes-vous déjà demandé quel secret cache la personne assise à côté de vous dans le bus? Quelles histoires non racontées se cachent derrière le visage qui vous sourit chaque matin à la cafétéria? Tandis que Mathias et Alexandre s'étreignent sous le ciel étoilé de Paris, la vérité sur Carmen reste un mystère qui attend d'être révélé. La visite de l'assistante sociale fut une expérience tendue. Élodie Moreau, une femme d'âge moyen avec une expression sévère et des yeux perçants, fit le tour du penthouse de Mathias avec un regard critique, prenant des notes sur une tablette tout en bombardant le père et le fils de questions incisives. « Depuis combien de temps connaissez-vous votre père, Alexandre ?» demanda-t-elle, observant attentivement la réaction de l'enfant. « 2 semaines, répondit-il avec honnêteté. « Et où viviez-vous avant ?» Alexandre baissa les yeux, mal à l'aise. « Avec des amis de maman et puis dans la rue un peu. » Mathias ressentit une piqûre de douleur face à cette confession. « Et votre mère, où est-elle maintenant ?» La question était adressée à Alexandre, mais le regard de l'assistante sociale se fixa sur Mathias, accusateur. « Nous ne savons pas, intervint Mathias. Nous essayons de la localiser, elle est malade. » Élodie prit une note sur sa tablette. « Avez-vous des documents attestant de votre paternité ?» Mathias lui tendit le dossier contenant les résultats de l'ADN. La femme les examina attentivement. « Ceci confirme le lien biologique, » concéda-t-elle. « Mais il n'explique pas votre absence pendant 8 ans. »« Il n'y a aucune explication qui puisse justifier cela, » admit Mathias. « J'ai commis une terrible erreur. Mais maintenant, je suis là. Et je n'ai pas l'intention de partir. » La sincérité parut surprendre Élodie. Son expression s'adoucit légèrement. « Le bien-être de l'enfant est ma seule préoccupation, dit-elle. Je dois évaluer si c'est l'environnement approprié pour lui. » Mathias acquiesça, comprenant la gravité de la situation. « Je ferai tout ce qui est nécessaire. » Élodie poursuivit son interrogatoire, observant l'interaction entre le père et le fils, prenant note des détails du foyer, de la chambre que Mathias avait aménagée pour Alexandre, auparavant un bureau froid, maintenant transformé à la hâte en un espace enfantin avec de nouveaux jouets que l'enfant touchait à peine, préférant un vieux nounours décoloré qu'il avait apporté avec lui. Lorsque la visite fut terminée, Mathias accompagna Élodie jusqu'à la porte. « Monsieur Hébert, dit-elle avant de partir, « je comprends que vous avez les moyens d'embaucher les meilleurs avocats. Mais je vous suggère d'investir ce temps et cet argent pour réellement connaître votre fils. Cela pèsera plus dans mon rapport que n'importe quel argument juridique. » Les mots restèrent avec lui pendant des jours, résonnant dans son esprit alors qu'il tentait de trouver le moyen de se connecter véritablement avec Alexandre.
La véritable opportunité se présenta de manière inattendue. Un après-midi, en rentrant du bureau, où il passait de moins en moins de temps, Mathias trouva Alexandre assis par terre dans le salon, entouré de papiers arrachés d'un carnet, dessinant intensément. « Qu'est-ce que tu fais » demanda-t-il, laissant son attaché-case et desserrant sa cravate. Alexandre se tendit légèrement, comme s'il avait été surpris en train de faire quelque chose d'interdit. « Je dessine juste. » Mathias s'approcha et s'assit à côté de lui par terre, ignorant les plis qui se formeraient dans son costume de créateur italien. Les dessins étaient étonnamment bons pour un enfant de son âge. Des paysages urbains, des gens dans les rues, des scènes quotidiennes, capturées avec un détail remarquable. « C'est incroyable !» dit Mathias avec une sincère admiration. « Où as-tu appris à dessiner comme ça ?»« Maman m'a appris !» répondit Alexandre. « Elle dessinait pour des magazines. » Mathias resta immobile. Un souvenir émergea des profondeurs de sa mémoire. Carmen, assise sur un banc du parc, avec un carnet de croquis sur les genoux, capturant avec des traits rapides et précis les couples qui se promenaient, les enfants qui jouaient. « Un jour, je serai illustratrice », avait-elle dit, avec cette détermination tranquille qui la caractérisait. « Tu as des dessins d'elle ?» demanda-t-il d'une voix douce. Alexandre secoua la tête. « Ils sont restés dans notre appartement quand nous avons dû partir. »« Où viviez-vous ?»« Dans le quartier des Halles, » répondit l'enfant. « Mais ensuite, le propriétaire nous a mis dehors parce que maman ne pouvait pas payer le loyer. » Une autre piqûre de culpabilité traversa Mathias. Tandis qu'il accumulait des millions, Carmen et son fils avaient été expulsés. « Tu aimerais récupérer tes affaires ?» demanda-t-il impulsivement. Les yeux d'Alexandre s'illuminèrent. « On peut y aller ? Dès demain. » Le lendemain, un samedi ensoleillé, Mathias et Alexandre se dirigèrent vers le quartier des Halles dans la Mercedes. Le contraste entre le véhicule luxueux et le quartier populaire ne passa pas inaperçu aux yeux des voisins qui regardaient avec curiosité, tandis qu'Alexandre guidait Mathias à travers des rues étroites jusqu'à un immeuble délabré de couleur ocre. Le propriétaire, un homme corpulent avec une expression renfrognée, les accueillit avec méfiance jusqu'à ce que Mathias mentionne la possibilité de payer les loyers en retard. L'attitude de l'homme changea instantanément. « Bien sûr, les affaires de Madame Dubois sont toujours là où elle les a laissées, » dit-il, les conduisant jusqu'à un petit entrepôt au sous-sol. « Je n'ai pas eu le cœur de m'en débarrasser. » Mathias doutait de la véracité de ce sentiment, mais il ne dit rien. L'entrepôt était rempli de boîtes et de meubles modestes. Alexandre se déplaça parmi eux avec familiarité, ouvrant des boîtes spécifiques, extrayant des livres, des jouets, des vêtements. Mathias observait en silence, absorbant chaque détail, essayant de reconstituer la vie de Carmen et d'Alexandre à travers leurs affaires. Un album photo attira son attention. Il l'ouvrit avec des mains tremblantes. Là était Carmen, plus mince qu'il ne se souvenait, mais avec le même sourire lumineux, tenant un bébé qui devait être Alexandre. Page après page, la vie de son fils se dévoilait sous ses yeux. Premier pas, anniversaire modeste mais heureux, journées au parc, Noëls avec un petit arbre orné de figurines faites à la main. Et sur de nombreuses photos, un homme plus âgé, aux cheveux argentés et au sourire bienveillant, embrassait Alexandre avec une affection évidente. « Qui est-il » demanda Mathias en pointant du doigt l'inconnu. « C'est grand-père Raymond » répondit Alexandre s'approchant. « Le papa de maman. » Mathias ressentit un mélange de soulagement et de jalousie irrationnelle. Au moins, Alexandre avait eu une figure paternelle dans sa vie, quelqu'un qui l'aimait et le guidait. Où est-il maintenant? Il est mort l'année dernière, dit Alexandre avec tristesse. Maman dit qu'il est maintenant une étoile qui veille sur nous depuis le ciel. Entre les boîtes, ils trouvèrent quelque chose d'inattendu, un portfolio, d'illustrations professionnelles avec le nom de Carmen imprimé sur la couverture. À l'intérieur, de magnifiques aquarelles pour enfants,
des dessins pour des magazines, des étiquettes de produits. Maman travaillait à la maison pour pouvoir s'occuper de moi, expliqua Alexandre. Mais quand elle est tombée malade, elle n'a plus pu dessiner. Mathias tournait les pages avec révérence, découvrant une Carmen qu'il n'avait jamais connue. Talentueuse, persévérante, une artiste qui avait réussi à s'en sortir seule. Parmi les illustrations, il y avait une carte de visite, édition Tournesol, littérature jeunesse. Un contact, une piste. Pendant qu'ils chargèrent les boîtes dans la voiture, Alexandre s'arrêta devant la porte de l'immeuble. « On peut monter voir notre appartement ?» demanda-t-il d'une voix timide. Le propriétaire échangea un regard gêné avec Mathias. « Il est déjà occupé », dit-il. La déception sur le visage d'Alexandre était évidente, mais il ne discuta pas. Il était habitué aux pertes. De retour au Penthouse, Alexandre commença à déballer ses trésors, des livres usés, de vieux jouets mais chéris, des dessins qu'il avait faits pour sa mère. Mathias l'observait, conscient que chaque objet révélait une partie de la vie de son fils qu'il avait volontairement manqué. « Papa !» dit Alexandre soudain, le mot sonnant encore étrange mais naturel en même temps. « Je peux accrocher ça. Dans ma chambre !» C'était un dessin au crayon clairement fait par Carmen, Alexandre souriant, avec un ballon dans la main, devant un manège. La date dans le coin indiquait qu'il avait été réalisé à peine 6 mois auparavant. « Bien sûr, » répondit Mathias, ému par la façon dont l'enfant avait dit « ma chambre », acceptant enfin cet espace comme le sien. Pendant qu'il aidait Alexandre à personnaliser sa chambre, le téléphone de Mathias sonna. C'était Javier, son avocat. « Nous avons un problème, » dit-il sans préambule. « Sophie a demandé la garde provisoire d'Alexandre, alléguant que vous êtes un père indigne. »« Quoi ? C'est absurde !» s'exclama Mathias. « Ce n'est même pas son fils. Elle affirme qu'elle entretient une relation avec vous depuis des années, qu'elle est une figure stable dans la vie de l'enfant, et que vous êtes un bourreau de travail incapable de prodiguer les soins nécessaires. Mais c'est un mensonge. Elle n'a même jamais rencontré Alexandre. Elle prétend également que vous avez des antécédents d'abandon prouvés par votre comportement avec la mère de l'enfant. » Mathias resta sans voix. C'était vrai. Il avait abandonné Carmen quand elle avait le plus besoin de lui. Comment pourrait-il se défendre ? « Que fait-on » demanda-t-il finalement. « Nous devons rencontrer le juge la semaine prochaine. En attendant, je vous suggère de prouver que vous êtes un père engagé. L'assistante sociale n'a pas encore présenté son rapport. Cela peut jouer en notre faveur. » Quand Mathias raccrocha, il trouva Alexandre debout à la porte, avec une expression inquiète. « Est-ce que quelqu'un veut m'emmener loin de toi ?» demanda-t-il d'une petite voix. Mathias s'agenouilla pour être à sa hauteur. « Je ne vais pas le permettre, » promit-il, surpris par la férocité de sa détermination. « Tu es mon fils, et personne ne nous séparera. » Alexandre l'étreignit avec force, comme s'il craignait que quelqu'un puisse l'arracher de ses bras à ce même moment. Cette nuit-là, pendant qu'Alexandre dormait, Mathias examina la carte de visite des éditions Tournesol. Il avait besoin de retrouver Carmen, non seulement pour Alexandre, mais aussi pour achever cette histoire inachevée entre eux, pour lui demander pardon, même si c'était trop tard. Avez-vous déjà eu l'impression que la vie vous donnait une seconde chance, que vous ne pensiez pas mériter ? Avez-vous vécu ce moment où toutes vos valeurs et priorités se sont réorganisées en un instant ? Dites-moi dans les commentaires si vous avez vécu ou connaissez quelqu'un qui a vécu une transformation similaire à celle de Mathias. Les idées prêtes. Éditions Tournesol s'avérèrent être une petite entreprise familiale située dans le quartier du Marais. Mathias s'y présenta le lendemain après avoir laissé Alexandre aux bons soins de Dolores, la femme de ménage qu'il avait récemment embauchée. Une femme âgée au caractère affable qui semblait sincèrement intéressée par le bien-être de l'enfant. La réceptionniste, une jeune femme avec des lunettes à monture épaisse et des cheveux teints en bleu, le regarda avec surprise quand il demanda « Carmen Dubois ». « Vous connaissez Carmen ?» demanda-t-elle avec une curiosité évidente. « Nous sommes de vieux amis »,
répondit Mathias, mal à l'aise face à cette demi-vérité. Nous avons perdu le contact il y a quelque temps, et j'aimerais la retrouver. La jeune fille l'évalua d'un regard critique, comme si elle essayait de déterminer ses intentions. Carmen était l'une de nos meilleures illustratrices, dit-elle finalement. Ses aquarelles avaient une vie propre, les enfants adoraient ses dessins. Mathias nota l'emploi du passé. Un frisson lui parcourut l'échine. « Était » demanda-t-il d'une voix tendue. La jeune fille baissa les yeux. Elle a arrêté de travailler avec nous il y a quelques mois. Elle était malade. Savez-vous ce qui lui est arrivé? Où puis-je la trouver? Une porte s'ouvrit et une femme plus âgée, avec un élégant chignon gris et des yeux vifs, s'approcha. « Je suis Marguerite Leroy, directrice éditoriale », se présenta-t-elle. « J'ai entendu dire que vous demandiez après Carmen Dubois. » Mathias se présenta, évitant à nouveau de mentionner sa véritable relation avec Carmen. Quelque chose dans le regard de Marguerite lui disait qu'il devait être prudent. « Carmen est très appréciée ici », continua l'éditrice. « Une artiste exceptionnelle et une femme courageuse. Pourquoi la cherchez-vous après si longtemps, monsieur Hébert ?» La question le prit par surprise. « Comment savez-vous que… » Carmen parlait de vous parfois. Pas souvent, mais suffisamment pour que je me souvienne de votre nom. Mathias se sentit exposé, vulnérable. « J'ai besoin de la retrouver, c'est important. »« Maintenant c'est important ?» demanda Marguerite avec une froideur qui contrastait avec son apparence amicale. « Après 8 ans, j'ai retrouvé mon fils, » confessa Mathias, laissant tomber le masque. « Alexandre, il croit que sa mère est décédée. Mais j'ai des raisons de penser qu'elle pourrait être vivante. » Quelque chose dans l'expression de Marguerite changea. Elle le conduisit dans son bureau, un espace chaleureux entouré de livres pour enfants illustrés. « Carmen est tombée gravement malade au début de l'année », expliqua-t-elle une fois qu'ils furent assis. « Leucémie, le pronostic n'était pas bon sans un traitement agressif et elle n'avait pas d'assurance maladie adéquate. » Mathias ferma les yeux, sentant le poids de son absence comme jamais auparavant. Il aurait pu payer n'importe quel traitement, dans n'importe quel hôpital du monde. « Est-elle morte ?» demanda-t-il directement, incapable de supporter plus d'incertitude. Marguerite le regarda avec une expression indéchiffrable. « Pourquoi ne me racontez-vous pas d'abord ce qui s'est passé avec Alexandre ?» Carmen adorait cet enfant, plus que sa propre vie. Mathias lui narra la rencontre au feu rouge, la lettre, les jours suivants. Il lui parla de la bataille juridique qui se profilait et de sa détermination à garder Alexandre à ses côtés. « Carmen a toujours cru qu'un jour vous apparaîtriez, » dit Marguerite lorsqu'il eut terminé son récit. « Même lorsque tout le monde nous disait de vous oublier, d'aller de l'avant. Elle n'a jamais perdu espoir. » Elle sortit une enveloppe d'un tiroir de son bureau et la remit à Mathias. « Carmen a laissé ça ici avant de partir. Elle m'a demandé de le garder au cas où quelqu'un viendrait un jour demander après elle. » De main tremblante, Mathias ouvrit l'enveloppe. Elle contenait une photographie et une courte note. La photographie montrait Carmen, visiblement plus mince mais souriante, devant ce qui semblait être une petite boulangerie. La date au dos datait d'à peine 6 mois. La note disait simplement « Boulangerie La Grand-Mère, Oaxaca. Tous ceux qui partent ne sont pas perdus. Certains attendent seulement. » Le cœur de Mathias fit un bond. Elle est vivante. Carmen a décidé d'essayer un traitement alternatif à Oaxaca, expliqua Marguerite, avec des herbes médicinales et des thérapies traditionnelles. Les médecins d'ici lui donnaient peu d'espoir, mais elle ne voulait pas qu'Alexandre la voie. Se détériorer dans un hôpital. « Pourquoi se séparer de son fils ?» demanda Mathias, incapable de comprendre une telle décision. « Parce que le traitement l'affaiblissait trop pour s'occuper de lui, et parce qu'elle ne voulait pas qu'Alexandre assiste à sa mort si cela devait arriver. Elle préférait qu'il se souvienne d'elle forte. » Marguerite fit une pause. « Mais aussi parce qu'elle espérait que, en son absence, Alexandre finirait par vous chercher. Elle savait qui vous étiez, Mathias. Elle savait que vous pourriez donner à votre fils ce qu'elle ne pouvait plus. » Mathias contempla la photographie, accablé par la complexité des sentiments de Carmen, son sacrifice, sa foi inébranlable.
En lui, malgré tout le mal qu'il lui avait fait, je dois aller à Oaxaca, dit-il, se levant. Je dois la ramener. Marguerite acquiesça. Allez-y, mais Mathias, préparez-vous à toutes les éventualités. Cela fait un certain temps depuis cette photo. Le voyage à Oaxaca dut attendre. L'audience judiciaire pour la garde provisoire d'Alexandre fut avancée, et Mathias se retrouva plongé dans une tempête juridique qui menaçait de le séparer de son fils retrouvé. La nuit précédant l'audience, pendant qu'Alexandre dormait, Mathias reçut une visite inattendue. Sophie apparut à sa porte, impeccablement vêtue et avec une expression oscillant entre la détermination et le remords. « Nous devons parler, » dit-elle. Mathias la laissa entrer avec réticence. « Vous venez retirer la demande de garde ?» Sophie se promena dans le salon, observant les changements subtils. Les jouets d'Alexandre rangés dans un coin, les dessins d'enfants collés sur le réfrigérateur, les livres de contes sur la table basse. « Ce n'est pas ce que nous avions prévu, Mathias, » dit-elle finalement. « Les plans changent. » Comme ça, du jour au lendemain, 8 ans à ignorer cet enfant. Et soudain vous êtes un père dévoué ? Mathias sentit la rage monter en lui. Que voulez-vous vraiment, Sophie? Pourquoi demander la garde d'un enfant que vous ne connaissez même pas? Parce que je vous connais, répondit-elle. Vous êtes brillant en affaires, mais un désastre. Dans les relations, combien de temps vous faudra-t-il avant de vous lasser de jouer à la famille heureuse? Qu'arrivera-t-il à l'enfant ensuite? Je ne joue à rien du tout. C'est mon fils. Un fils dont vous ne saviez pas l'existence il y a 3 semaines. Mathias prit une profonde inspiration, essayant de se calmer. Si le bien-être d'Alexandre vous préoccupe vraiment, retirez votre demande. Il a déjà trop perdu. Je retirerai. Ma demande a une condition, dit Sophie, que vous me cédiez vos actions dans Développement Pacifique. Mathias la regarda, incrédule. C'est pour les affaires, tout ce théâtre juridique pour un projet immobilier? Sophie ne broncha pas. Appelez ça un investissement à long terme. Mon père a voulu mettre la main sur ce projet dès le début. C'est simple, les actions en échange de votre disparition de nos vies. La froideur de l'accord le laissa sans voix. Ce projet représentait des années de travail, des millions d'investissements potentiels. Mais cela représentait aussi des heures loin de chez lui, des voyages interminables, le même type d'absence que son propre père lui avait infligé. « D'accord, » dit-il finalement. « Les actions sont à vous. Mais je veux un document signé, retirant toutes les accusations aujourd'hui même. » Sophie sourit, satisfaite. « J'ai toujours su que vous étiez intelligent. » Après qu'elle fut partie, Mathias resta éveillé, réfléchissant à la facilité avec laquelle il avait renoncé à quelque chose qui, à peine quelques semaines auparavant, considérait comme vital pour son avenir. Les priorités changent, se rappela-t-il. Les gens changent. Le matin de l'audience, Mathias et Alexandre déjeunaient en silence. L'enfant, conscient de l'importance de la journée, avait insisté pour porter ses plus beaux habits, une chemise blanche et un pantalon bleu que Mathias lui avait acheté. « Tu es nerveux ?» demanda Mathias, observant Alexandre déplacer les céréales dans son bol sans les manger. « Un peu, » admit l'enfant. « Qu'est-ce qui se passera si le juge dit que je ne peux pas rester avec toi ?» Mathias s'agenouilla près de sa chaise. « Écoute-moi, Alexandre. Quoi qu'il arrive aujourd'hui, je resterai ton père, et je continuerai. À me battre pour toi, toujours. » Alexandre acquiesça, mais l'inquiétude ne quitta pas ses yeux. « J'ai quelque chose pour toi, » dit Mathias, sortant un petit paquet de la poche de sa veste. Alexandre l'ouvrit avec précaution. C'était un bracelet tressé, semblable à celui que Carmen avait offert à Mathias des années auparavant et qu'il avait conservé. « Je l'ai fait hier soir, » expliqua Mathias, « pour que tu aies quelque chose de moi, quoi qu'il arrive. » Les yeux d'Alexandre s'illuminèrent. « C'est comme celui que maman avait dans sa petite boîte spéciale. Elle a dit que tu le lui avais donné. » « Exactement comme ça, » confirma Mathias, surpris que Carmen ait conservé ce souvenir. Un symbole de promesse. Le tribunal était bondé quand ils arrivèrent. Sophie était déjà là, avec son père et une équipe d'avocats à l'air intimidant. À la surprise de Mathias,
Élodie, l'assistante sociale, s'approcha d'eux dans le couloir. « Bonjour Alexandre, salua-t-elle avec chaleur. Accepteriez-vous d'attendre ici un moment pendant que je parle à votre papa ?» Alexandre regarda Mathias, qui acquiesça. L'enfant s'assit sur un banc à proximité, sortant un petit carnet de dessin et des crayons qu'il emportait désormais partout. « J'ai reçu une notification indiquant que la demande a été retirée, » dit Élodie une fois qu'ils furent seuls. « Mais le juge voudra quand même entendre mon rapport. » Mathias se tendit. « Et que dira ce rapport ?»« La vérité, » répondit-elle simplement. « Qu'en dépit d'un début tardif, vous êtes engagé envers le bien-être de votre fils. Que l'enfant s'adapte bien, et que les séparer maintenant causerait un préjudice inutile. » Le soulagement inonda Mathias. « Merci. Ne me remerciez pas. Je fais juste mon travail. » Élodie fit une pause. « Il y a autre chose que vous devriez savoir. Nous avons trouvé des dossiers médicaux de la mère de l'enfant. Elle a été admise à l'hôpital général de Paris il y a 2 mois, mais a signé sa sortie volontaire une semaine plus tard, contre l'avis médical. Elle est à Oaxaca, dit Mathias. Nous avons une piste sur son lieu de résidence. » Élodie acquiesça. « Je vous souhaite bonne chance. Cet enfant mérite d'avoir ses 2 parents dans sa vie. » L'audience fut brève. Le juge, un homme âgé, avec une expression fatiguée mais des yeux bienveillants, écouta le rapport d'Élodie, prit note du retrait de la demande et examina les documents de paternité présentés par Mathias. « Monsieur Hébert, dit-il finalement, vous avez commis beaucoup d'erreurs, mais il semble que vous fassiez enfin quelque chose de bien. » Il accorda à Mathias la garde exclusive dans l'attente de retrouver la mère et de revoir la situation. À la sortie du tribunal, Mathias s'agenouilla et étreignit Alexandre. « On a gagné, champion. » L'enfant sourit. « Maintenant, on peut chercher maman ?» Mathias acquiesça. « Dès demain, on part pour Oaxaca. Quel secret la vie nous révèle-t-elle lorsque nous croyons avoir tout perdu? Et si le trésor que nous recherchons en haut se trouvait juste devant nos yeux, attendant patiemment que nous apprenions à vraiment regarder? » Le voyage à Oaxaca transforma Alexandre. Tandis que l'avion privé de Mathias traversait le ciel mexicain, l'enfant sautait pratiquement sur son siège, pointant du doigt les nuages et les montagnes, libéré momentanément du poids qu'il avait porté pendant des semaines. « Maman et moi avons toujours voulu voyager en avion, » confessa-t-il, avec un enthousiasme enfantin. « On l'avait mis sur notre liste de vœux pour quand on aurait de l'argent. » Mathias sourit, bien que la culpabilité persista comme une ombre. Il avait voyagé dans le monde entier en jet privé, tandis que son fils rêvait de son premier vol. Ils atterrirent à l'aéroport d'Oaxaca à midi. La ville les accueillit avec une chaleur intense mais agréable, des couleurs vibrantes et l'arôme inimitable de la cuisine traditionnelle oaxaquienne. Mathias avait pris des dispositions pour loger dans un petit hôtel de charme du centre historique, à quelques pas de l'endroit où ils espéraient trouver la boulangerie mentionnée dans la note de Carmen. « Tu crois que maman sera contente de nous voir ?» demanda Alexandre pendant qu'ils s'installaient dans leur chambre. « Je suis sûr que ce sera le plus beau jour de sa vie, » répondit Mathias, priant intérieurement que Carmen soit vraiment là, qu'elle aille bien. Après s'être rafraîchis, ils partirent à la recherche de la boulangerie La Grand-Mère. En demandant aux habitants, ils découvrirent qu'elle se trouvait dans un quartier pittoresque, en dehors du centre, connu pour préserver les traditions culinaires oaxaquiennes. À mesure qu'ils approchaient, Mathias sentit son cœur battre de plus en plus vite. Que dirait-il à Carmen après tant d'années? Comment pourrait-il expliquer, justifier son abandon? Le pardonnerait-elle? Alexandre, pour sa part, entraînait pratiquement Mathias, une impatience pure dans ses pas. Quand ils tournèrent enfin le coin et virent l'enseigne en bois sculpté, boulangerie La Grand-Mère, avec un dessin d'une femme âgée souriante, l'enfant lâcha la main de Mathias et se mit à courir. « Alexandre, attends !» cria Mathias, accélérant le pas pour le rattraper. L'arôme du pain fraîchement cuit embaumait l'air. La boulangerie était petite, mais accueillante, avec des murs couleur terre cuite et des plantes suspendues. Une
Cloche sonna, lorsqu'Alexandre poussa la porte et entra comme une tornade. Mathias entra juste à temps pour voir comment une femme sortait de l'arrière-boutique, portant un plateau de pain. Elle était plus mince qu'il ne se souvenait, avec des mèches de cheveux gris dans ses cheveux noirs, mais les mêmes yeux expressifs qu'il avait aimés. Carmen resta paralysée. Le plateau glissa de ses mains, tombant au sol avec fracas. Elle porta une main à sa bouche, tandis que ses yeux se remplissaient de larmes. « Maman » murmura Alexandre, soudainement incertain, comme s'il craignait que ce soit une illusion. Carmen s'agenouilla, ouvrant les bras. Alexandre courut vers elle, se jetant contre son corps avec une telle force qu'il la renversa presque. Elle l'enveloppa dans une étreinte féroce, comme si elle voulait fusionner avec lui, sanglotant et riant en même temps. « Mon enfant, mon trésor !» répétait-elle entre ses larmes. « Tu as tellement grandi !» Mathias resta dans l'entrée, incapable de bouger, sentant qu'il interrompait un moment sacré. Finalement, les yeux de Carmen se levèrent et croisèrent les siens, larmes, fureur, amour et peur, tout à la fois. « Pourquoi maintenant ?» demanda-t-elle sans lâcher Alexandre. « Parce que ta lettre m'a trouvé, » répondit Mathias avec sincérité, « et m'a brisé de l'intérieur. » Les retrouvailles furent intenses, douces, amères. La propriétaire de la boulangerie, une femme plus âgée qui s'avéra être la guérisseuse qui avait traité Carmen, ferma le local plus tôt pour leur donner de l'intimité. Ils s'assirent à une table au fond, avec 3 tasses de chocolat chaud et du pain sucré, fraîchement sorti du four. Alexandre, assis entre ses parents, parlait sans arrêt, racontant à sa mère tout ce qui s'était passé depuis leur séparation. Comment il avait trouvé son père, sa nouvelle vie, ses nouveaux jouets, mais surtout à quel point elle lui avait manqué. « Maman, pourquoi as-tu dit que tu étais partie ?» demanda-t-il finalement, la question qui avait été latente tout le temps. « Je pensais que tu étais morte. » Carmen caressa sa joue. « Je suis désolé, mon amour. Je n'ai jamais voulu te mentir, mais j'étais très malade et j'avais peur. Peur de ne pas pouvoir prendre soin de toi. Peur que tu souffres en me voyant comme ça. Tu es toujours malade ?» Carmen échangea un regard avec Mathias avant de répondre. « Je vais mieux. Doña Soldad, la propriétaire de la boulangerie, est une guérisseuse. Ses remèdes m'ont plus aidé que les médecins de la ville. » Mathias l'observait attentivement, remarquant les signes qu'Alexandre ne pouvait pas voir. L'extrême maigreur, les cernes profondes, la pâleur sous le bronzage du soleil oaxaquien. Quand Alexandre fut finalement distrait en explorant la cuisine de la boulangerie, Mathias et Carmen se retrouvèrent seuls. « Quel est le véritable pronostic ?» demanda-t-il sans ambages. Carmen soutint son regard. « Mieux qu'avant. Je ne suis pas guéri, mais j'ai gagné du temps. Des mois, peut-être 1 an ?» Mathias sentit quelque chose se briser en lui. « Tu vas revenir avec nous à Paris. Je t'emmènerai chez les meilleurs spécialistes. Nous chercherons des traitements à l'étranger si nécessaire. » « Mathias, je ne vais pas te perdre à nouveau, Carmen. Pas maintenant, pas comme ça. » Elle sourit avec tristesse. « Pourquoi maintenant, Mathias? Qu'est-ce qui a changé ?»« Tout, » répondit-il avec sincérité. « Alexandre m'a changé. Voir l'homme que j'étais devenu à travers ses yeux m'a fait prendre conscience de toutes mes erreurs. J'ai toujours su que tu serais un bon père si tu t'en donnais la chance. » La conversation continua tard dans la nuit. Carmen leur montra le petit appartement au-dessus de la boulangerie où elle avait vécu. Il était modeste mais accueillant, rempli de ses illustrations et de plantes médicinales. Elle leur raconta sa maladie, le diagnostic dévastateur, sa décision de chercher des alternatives lorsque la médecine traditionnelle ne lui offrait que des palliatifs. « Je devais essayer, » expliqua-t-elle. « Pour Alexandre, je ne pouvais pas abandonner sans me battre. » Seul, après qu'Alexandre se fut endormi dans le petit lit de Carmen, Mathias posa finalement la question qui le brûlait depuis qu'il l'avait vu. « Pourquoi tu ne m'as jamais cherché, toutes ces années, à élever notre fils seul ?» Carmen le regarda avec un mélange de tristesse et de résignation. « Je t'ai cherché, Mathias. Au début, je suis allé à ton bureau 3 fois. Tes secrétaires ne m'ont jamais laissé passer.
J'ai appelé, j'ai écrit des lettres, puis, quand Alexandre avait 2 ans, je t'ai vu dans un magazine, avec ta nouvelle petite amie. Tu avais l'air si heureux, si comblé. J'ai décidé qu'il valait mieux te laisser tranquille. Mathias ferma les yeux, accablé par la culpabilité. Je suis tellement désolé, Carmen, je n'ai pas d'excuses. Ce n'est plus important, dit-elle doucement. Ce qui compte, c'est que tu sois là maintenant. La semaine suivante se déroula dans une bulle de temps suspendue. Carmen continua à travailler à la boulangerie le matin, tandis que Mathias et Alexandre exploraient Oaxaca. L'après-midi, tous les trois partageaient des repas, des promenades, des histoires. Ce n'était pas une famille conventionnelle, mais il y avait une connexion indéniable entre eux. Mathias observait avec émerveillement la relation entre la mère et le fils, le langage silencieux qu'ils partageaient, la façon dont Carmen savait exactement ce dont Alexandre avait besoin avant même qu'il ne le sache lui-même. C'était un lien forgé par des années de confiance mutuelle, de survie partagée. Carmen, pour sa part, voyait avec gratitude comment Mathias s'efforçait de se connecter à son fils, comment il apprenait à être père jour après jour, avec patience et détermination. Une nuit, pendant qu'Alexandre dormait, Mathias trouva Carmen sur la petite terrasse, contemplant les étoiles. Il s'assit à côté d'elle en silence. « Quand on m'a diagnostiqué, ma plus grande peur n'était pas de mourir, » confia-t-elle après un moment. C'était ce qui arriverait à Alexandre après. Nous n'avons plus de famille. Le père de mon père est décédé l'année dernière. Alexandre serait seul. C'est pour ça la lettre, comprit Mathias. C'est pour ça que tu l'as envoyé me chercher. Carmen acquiesça. Ce fut la décision la plus difficile de ma vie, mais je savais que malgré tout, tu prendrais soin de lui. Je le ferai, promit Mathias, mais pas seul, tu seras là aussi. Carmen sourit avec tristesse. « Mathias, sois réaliste. Mon état peut se stabiliser temporairement, mais... »« Nous allons nous marier, » l'interrompit-il. « Maintenant, ici, à Oaxaca, nous formerons une vraie famille, celle que nous aurions dû être depuis le début. » Carmen le regarda, surprise. « Nous marier ?»« Mathias, tu n'es pas obligé de faire ça par culpabilité ou par responsabilité. »« Ce n'est pas par culpabilité. » insista-t-il, lui prenant les mains. « C'est parce que je n'ai jamais cessé de t'aimer, même si je refusais de l'admettre. C'est parce que je veux être avec toi chaque jour qui nous reste, que ce soit 1 ou 1000. » Les larmes brillaient dans les yeux de Carmen. « Il y a 8 ans, j'aurais tout donné pour t'entendre dire ça. Dis-moi que ce n'est pas trop tard, » supplia Mathias. Carmen garda le silence pendant un moment qui parut éternel. Puis, lentement, elle se pencha et l'embrassa doucement sur les lèvres. « Il n'est jamais trop tard pour faire ce qui est juste, » murmura-t-elle. Ils se marièrent 3 jours plus tard, lors d'une cérémonie simple dans la petite chapelle locale. Alexandre, rayonnant de bonheur, fut chargé de porter les alliances. Doña Soledad et les habitants du quartier qui avaient accueilli Carmen devinrent leur famille élargie pour la célébration. Ce ne fut pas le mariage luxueux que Mathias aurait organisé dans le passé, mais quelque chose de beaucoup plus précieux. Un engagement sincère, né de l'amour redécouvert et de la promesse de prendre soin l'un de l'autre, quoi qu'il arrive. Quand vint le moment de retourner à Paris, Carmen avait peur. Elle craignait que la grande ville, avec son bruit et sa pollution, n'accélère la détérioration de sa santé. Mais elle savait aussi que là, elle aurait accès à des traitements qui pourraient prolonger sa vie. « Je ne veux pas gâcher le temps qu'il me reste dans des hôpitaux, » confia-t-elle à Mathias. « Tu ne le feras pas, promit-il. Nous chercherons un équilibre, des traitements médicaux et des remèdes traditionnels, et surtout, du temps pour nous 3. » Le retour à la capitale marqua le début d'une nouvelle étape. Mathias vendit le penthouse à Neuilly-sur-Seine et acheta une maison avec jardin à Cachan, un quartier calme et bohème où Carmen se sentirait plus à l'aise. Il transforma une pièce en atelier pour qu'elle puisse continuer à illustrer une activité qui la remplissait de vie et de but. Les médecins se montrèrent prudents mais optimistes. La combinaison des remèdes traditionnels de Doña Soledad,
qui leur envoyait des préparations chaque semaine depuis Oaxaca et des traitements modernes, moins agressifs, semblaient fonctionner. Carmen prit du poids, retrouva des couleurs, et bien qu'elle ait encore besoin de se reposer plusieurs heures par jour, elle pouvait profiter d'activités avec sa famille. Mathias, pour sa part, restructura complètement sa vie professionnelle. Il délégua la direction quotidienne de ses entreprises à des associés de confiance et établit un bureau à domicile, réduisant ses heures de travail au strict nécessaire. Il découvrit que l'empire financier qu'il avait construit pouvait parfaitement fonctionner sans sa présence constante, une révélation qui aurait été inconcevable des mois auparavant. Les matins commençaient désormais par des déjeuners en famille. Les soirées se terminaient avec les trois recroquevillés sur le canapé, regardant des films, ou avec Mathias lisant à haute voix, pendant que Carmen dessinait et Alexandre écoutait, fasciné par les histoires. Qui aurait pu croire qu'une rencontre fortuite à un feu rouge transformerait si profondément le destin de trois personnes? Et si les coïncidences n'existaient pas, et que chaque rencontre faisait en réalité partie d'un plan plus grand, attendant le moment parfait pour se révéler? Le véritable défi arriva 6 mois plus tard. La santé de Carmen s'était considérablement améliorée, mais un après-midi, alors qu'elle dessinait dans son atelier, elle fit une syncope. L'ambulance arriva en quelques minutes, mais l'hospitalisation fut inévitable. Les médecins furent clairs, le cancer était revenu plus agressif qu'avant. Les options étaient limitées, un traitement expérimental avec des effets secondaires dévastateurs et peu de garanties, ou des soins palliatifs pour assurer la qualité de ces derniers mois. « Je ne veux pas qu'Alexandre me voie dépérir dans un hôpital », dit Carmen, décidée malgré sa faiblesse. « Je veux être à la maison, avec vous deux, jusqu'à la fin. » Mathias voulait se battre, insister sur le traitement, chercher des alternatives à l'étranger. Mais il respecta sa décision. Cette fois, il serait à ses côtés, la soutenant, ne l'abandonnant pas. Ils organisèrent la maison pour que Carmen puisse être à l'aise. Une infirmière venait quotidiennement, mais c'était Mathias qui assumait la majeure partie de ses soins, apprenant à administrer des médicaments, à reconnaître les signes de douleur, à apporter du confort. Alexandre, avec la résilience étonnante des enfants, s'adapta à la nouvelle situation. Il passait des heures près du lit de sa mère, lui lisant, lui montrant ses dessins, lui racontant son école. Il n'y avait pas besoin de lui cacher la vérité. Il avait déjà vécu trop, pour son jeune âge, pour ne pas reconnaître la fragilité de la vie. Un après-midi, pendant que Mathias aidait Carmen à prendre un bain de soleil dans le jardin, elle lui confia quelque chose d'inattendu. « Quand j'ai découvert que j'étais enceinte, j'ai eu peur, dit-elle à voix basse. Peur de ne pas être à la hauteur, de l'abandonner. Mais dès le moment où il est né, Alexandre m'a donné une force que je ne connaissais pas. Il m'a appris à être courageuse. » Mathias prit sa main. « Il nous a appris à tous les deux. »« Promets-moi que tu lui parleras de moi, » demanda Carmen. « Pas seulement du bon, aussi de mes peurs, de mes erreurs. Je veux qu'il sache que j'étais humaine. » « Il saura tout, promit Mathias, chaque jour. » Au fil des semaines, Carmen perdit progressivement ses forces. Mais elle ne perdit ni sa sérénité, ni sa détermination à profiter de chaque instant. Quand elle ne put plus se lever du lit, elle demanda à être transférée dans le salon pour continuer à faire partie de la vie familiale. Mathias trouva du réconfort dans les petites routines qu'ils avaient développées. La coiffer chaque matin, lui lire ses auteurs préférés, lui tenir la main pendant qu'elle dormait, et dans les moments de lucidité, parler du passé, du présent, et surtout de l'avenir qu'ils ne partageraient pas, mais qu'elle avait aidé à construire. Un après-midi de dimanche, alors que le soleil peignait le salon de tons dorés, Carmen demanda qu'on lui apporte son matériel de dessin. Ses mains tremblaient trop pour tenir un pinceau, mais avec l'aide de Mathias, elle réussit à esquisser 3 figures simples, une femme, un homme, un enfant, se tenant par la main sous un ciel étoilé. « Mon chef-d'œuvre », murmura-t-elle, avec un faible sourire. Cette nuit-là, pendant qu'Alexandre dormait et que Mathias veillait sur son sommeil, Carmen ouvrit soudainement les yeux. « Merci », dit-elle d'une voix claire et forte, étonnamment vivante pour quelqu'un d'aussi faible. « Pourquoi »
demanda Mathias, s'approchant. « De m'avoir donné ces mois, d'avoir fait que ma fin soit aussi un nouveau commencement. » Mathias ne put retenir ses larmes. « C'est moi qui dois vous remercier, pour Alexandre, pour m'avoir appris ce qui compte vraiment. » Carmen sourit. « J'ai toujours su que vous étiez un homme bien, Mathias. Il suffisait juste que vous vous en souveniez. » 2 jours plus tard, Carmen s'en alla en paix, entourée de ceux qu'elle aimait. Il n'y eut ni terreur ni agonie, seulement une douce transition, comme si elle s'était enfin autorisée à se reposer après une longue bataille. Les funérailles furent intimes, mais le nombre de personnes présentes surprit Mathias. Des collègues du monde de l'édition, des voisins de son ancien quartier, des amis qu'elle avait rencontrés à Oaxaca, même quelques parents de camarades de classe d'Alexandre. Carmen avait touché de nombreuses vies, laissant des traces de bonté et de beauté. Doña Soledad, qui avait voyagé depuis Oaxaca, s'approcha de Mathias après la cérémonie. « Carmen m'a fait promettre de vous remettre ça, » dit-elle, lui tendant un petit paquet enveloppé dans du papier de soie. Dans l'intimité de leur foyer, Mathias l'ouvrit avec Alexandre à ses côtés. C'était un livre de contes artisanal, illustré par Carmen. L'histoire, racontée avec des mots simples mais profonds, relatait l'aventure d'un enfant qui retrouvait son père après une longue séparation. Et ensemble, ils entreprenaient un voyage pour sauver sa mère d'un sort maléfique. Ils ne parvenaient pas à briser complètement le sort, mais ce faisant, tous les 3 devenaient une véritable famille. Sur la dernière page, Carmen avait écrit une dédicace pour Alexandre et Mathias. Parfois, les fins sont aussi des commencements. Je vous aimerai toujours, depuis chaque étoile du ciel. Carmen. Les jours suivant la perte furent un tunnel sombre. Mathias se déplaçait dans la maison comme un fantôme, essayant de maintenir les routines pour Alexandre, mais se sentant vide à l'intérieur. L'enfant, pour sa part, réagit avec un silence contemplatif, se réfugiant dans ses dessins, créant des scènes où sa mère apparaissait comme un ange, comme une étoile, comme une présence invisible mais constante. La nuit où Alexandre finit par pleurer, un cri déchirant, primitif, Mathias le serra contre lui pendant des heures, le berçant, l'accompagnant dans la douleur, se permettant également de pleurer. Ce moment partagé marqua le début de leur guérison. Peu à peu, la vie commença à trouver un nouveau rythme. Mathias reprit partiellement le travail, mais ses priorités avaient changé pour toujours. Alexandre retourna à l'école, où il trouva du réconfort dans la routine et de nouvelles amitiés. Ensemble, ils établirent des traditions qui honoraient la mémoire de Carmen. Ils visitaient sa tombe chaque dimanche avec des fleurs fraîches. Ils célébraient son anniversaire en préparant son dessert préféré. Ils maintenaient vivant son héritage artistique, organisant une petite exposition de ses illustrations dans une galerie locale. 1 an après son départ, Mathias prit une décision qui changerait à nouveau le cours de leur vie. Utilisant une partie de sa fortune, il créa une fondation au nom de Carmen, dédiée à fournir des traitements médicaux aux mères célibataires atteintes de maladies graves et un soutien éducatif à leurs enfants. La fondation Carmen Dubois devint rapidement une référence dans le domaine de l'aide sociale. Grâce à elle, Mathias rencontra des dizaines de femmes qui, comme Carmen, se battaient héroïquement pour leurs enfants, tout en faisant face à des maladies dévastatrices. Et dans chacune de ces femmes, il voyait un reflet de la force et de la détermination qu'il avait aimées en elles. Alexandre, maintenant âgé de 10 ans, montrait un talent exceptionnel pour l'art, clairement hérité de sa mère. Ses illustrations, chargées d'émotions et de symbolisme, commencèrent à apparaître dans les publications de la Fondation, émouvant ceux qui les voyaient. Un après-midi, alors qu'ils contemplaient ensemble le coucher de soleil depuis leur jardin, une autre tradition qu'ils avaient établie, Alexandre surprit Mathias avec une question inattendue. « Papa, tu crois que maman serait fière de nous ?» Mathias étreignit son fils, réfléchissant au long chemin parcouru, aux pertes et aux gains, à la douleur transformée en but. « Je suis sûr qu'elle l'est, champion. Nous l'avons maintenue en vie dans tout ce que nous faisons.
Alexandre acquiesça, satisfait de la réponse. Parfois, j'ai l'impression qu'elle est là, à nous regarder, surtout quand je dessine. Elle l'est, confirma Mathias. Dans chaque trait de tes dessins, dans chaque geste de bonté, dans chaque moment que nous partageons. L'enfant resta pensif. Tu sais ce qui me manque le plus chez elle? Son rire, c'était comme de la musique. Mathias sourit. Elle avait un rire contagieux. La première fois que je l'ai entendu rire pour de bon, c'était lors de ce voyage. À Acapulco, nous marchions sur la plage et une vague gigantesque nous a surpris, nous trempant complètement. J'étais furieux parce que ma nouvelle montre était ruinée, mais elle ne pouvait pas s'arrêter de rire. Et finalement, ça m'a contaminé. Ces échanges de souvenirs étaient devenus précieux pour tous les deux. À travers les histoires que Mathias partageait, Alexandre découvrait des facettes de sa mère qu'il avait été trop petit pour se rappeler. Et à travers les souvenirs d'Alexandre, Mathias découvrait la Carmen qu'il n'avait pas connue. La mère patiente, la conteuse, imaginative, la femme qui trouvait de la beauté même dans l'adversité. Pour le 2e anniversaire de la mort de Carmen, ils prirent une décision spontanée, voyager à Oaxaca pour visiter la boulangerie où ils l'avaient retrouvée. L'endroit était toujours là, accueillant comme toujours, bien que Doña Solda fût plus âgée, plus fragile. « Je savais que vous reviendriez », dit la vieille dame avec un sourire plein de sagesse. Carmen le savait aussi. Elle leur montra un carnet qui avait appartenu à Carmen, rempli d'esquisses et d'annotations sur les remèdes traditionnels. Sur la dernière page, elle avait écrit « La vie est un cercle. Ce qui semble une fin est souvent seulement le début de quelque chose de nouveau. Faites confiance au voyage. » Ces mots résonnèrent profondément en Mathias. Pendant si longtemps, il avait vécu en se concentrant sur des objectifs, des réalisations tangibles, sur la construction d'un empire qui semblait maintenant insignifiant, et comparé aux petits moments de bonheur partagés avec son fils. Le véritable héritage de Carmen n'était pas ses illustrations, aussi belles soient-elles, mais sa capacité à trouver du sens et de la beauté à chaque instant, même dans les plus sombres. C'était la leçon qu'il voulait transmettre à Alexandre. Cette nuit-là, dans le petit hôtel d'Oaxaca, pendant qu'Alexandre dormait, Mathias écrivit une lettre que son fils lirait de nombreuses années plus tard. Quand il serait un homme, « Cher Alexandre, la vie nous donne parfois des secondes chances déguisées en fin. Quand ta mère est revenue dans ma vie, à travers toi, j'ai pensé qu'il était trop tard pour réparer le mal causé. Mais elle, avec sa générosité infinie, m'a montré qu'il n'est jamais trop tard pour faire ce qui est juste. Ta mère était la personne la plus courageuse que j'ai jamais connue, non seulement par la façon dont elle a affronté sa maladie, mais aussi par la façon dont elle a vécu chaque jour, avec un but, avec amour, sans amertume, malgré les difficultés. Mais, jour quand tu seras plus grand, tu te demanderas peut-être pourquoi j'ai abandonné ta mère quand elle m'a dit qu'elle était enceinte. Je n'ai pas de réponse qui justifie cette décision. J'étais jeune, égoïste, et j'avais peur de ne pas être à la hauteur, peur de répéter les erreurs de mon propre père. Mais cette peur m'a coûté 8 ans de ta vie que je ne pourrai jamais récupérer. Ce que je peux te promettre, c'est que chaque jour qu'il me reste, j'essaierai d'être le père que tu mérites. Je ne serai pas parfait, je ferai des erreurs, mais jamais, jamais je ne m'éloignerai à nouveau. Ta mère nous a quittés trop tôt, mais elle nous a donné le cadeau le plus précieux, la possibilité d'être une famille, même pour peu de temps. Et dans ce bref espace, elle m'a appris plus sur l'amour et la force que je n'avais appris dans toute ma vie antérieure. Quand je regarde tes yeux, je vois les siens. Quand j'entends ton rire, je l'entends elle. Quand j'observe ta détermination, face aux défis, je reconnais son esprit indomptable. Je ne sais pas ce que l'avenir nous réserve, mais je sais ceci avec certitude. Tant que nous conserverons son souvenir à travers nos actions, Carmen ne sera jamais vraiment partie. Avec tout mon amour, papa. Aujourd'hui, Mathias Hébert n'est plus principalement connu comme le magnate des affaires impitoyables qu'il était autrefois. Il est reconnu comme le fondateur de l'une des organisations caritatives les plus efficaces
du pays, et plus important encore, comme un père dévoué. Chaque matin, avant qu'Alexandre ne se réveille pour aller à l'école, Mathias prépare le petit déjeuner tout en contemplant le dessin encadré que Carmen a fait dans ces derniers jours. 3 figures, une famille, sous un ciel étoilé. Et chaque matin, il murmure les mêmes mots. « Bonjour Carmen. Aujourd'hui aussi, nous allons essayer de bien faire. » Et quelque part, peut-être parmi les étoiles, Carmen sourit. Félicitations. Écrivez 9 dans les commentaires pour que je sache que vous êtes resté jusqu'au bout avec moi. Merci d'avoir regardé et à l'histoire de demain sur cette même chaîne.